Hervé Fischer, vous êtes coprésident de la Cité des Arts et des Nouvelles Technologies de Montréal. Je pense que vous avez pu constater que l'imaginaire numérique a permis de regrouper autour d'un thème aussi vaste des équipes venues je dirais, toutes les parties du monde, et en particulier le Japon, les États-Unis, le Canada. J'aurais voulu peut-être engager un échange sur la portée internationale de cette discipline, enfin disons l'image de synthèse et plus généralement tout ce qui est nouvelles technologies, et voir un petit peu avec vous quelles seraient les perspectives d'avenir et quels étaient, à travers les débats qui ont eu lieu pendant ces 2 jours, les principaux thèmes, les principales actions que l'on peut entrevoir sur ce plan, c'est-à-dire échanges internationaux, collaboration, et d'une certaine façon, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'état de l'art dans ce domaine? Oui, que l'état est international, pour le meilleur et pour le pire, parce que les différences, c'est important aussi. Et j'ai l'impression que les images de synthèse passent à travers les différences. Et on le voit partout où on circule. Je rencontre des amis japonais ou vous, dans des endroits chaque fois différents, en Amérique du Nord, en Europe ou au Japon. On parle finalement un langage très commun. Et c'est ça qui me frappe, c'est qu'il y a vraiment une communauté internationale qui se développe, avec des ténors et des gens qui ont des strapontins. Il faut d'ailleurs être très attentif à ça. Bon, vous savez comme moi que les États-Unis ont 80% du marché mondial de l'image de synthèse, bon an, mal an. Le Japon et la France se partagent la 2e place. Le Japon est meilleur que la France dans certains domaines, la France nettement meilleure que le Japon dans d'autres domaines. La France est quand même leader en Europe. Mais il y a aussi des pays qui viennent maintenant à ça, vous le savez comme moi, et qui ne sont pas d'ailleurs toujours représentés non plus dans ces rencontres internationales, comme l'Espagne, l'Italie, voire la Chine, les pays d'Amérique latine, où il se passe au Brésil, au Mexique, en tout cas des choses intéressantes. Bon. Donc je crois qu'il y a un phénomène d'explosion internationale, je dis explosion dans le bon sens, parce qu'il faut se méfier des nouvelles technologies. Et que nous prenons l'habitude, bientôt il va falloir apprendre le japonais, c'est pas facile, j'essaye actuellement. Mais ici, nous avons beaucoup d'amis japonais qui sont venus à Saint-Étienne, c'est quand même frappant. Et moi, j'en accueille à Montréal l'été prochain une bonne 60aine pour Images du Futur 87. Les Américains sont présents partout et à juste titre, ils sont les meilleurs sur bien des plans. Là, il faut aussi apprendre à parler l'américain. Tout à fait. La langue principale semble être effectivement aujourd'hui l'anglais ou l'américain, puisque pratiquement le vocabulaire a été créé et manipulé par eux d'abord. La question qui peut se poser, c'est de savoir si le travail réalisé par les différents laboratoires, les équipes de recherche, les industries, si ce travail correspond à quelque chose qui tient compte des spécificités culturelles des pays. On a vu aujourd'hui déjà que la question du sens, la question de ce que signifient ces images, ce qu'on en fait, se posait sitôt qu'on pouvait se rattacher à des références culturelles, et que sinon, la plupart des images ressemblaient à d'autres, une image en chasse une autre. Et dans le fond, on est très vite saturé de ces images. On ne voit pas vraiment en quoi ça peut apporter quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que la course vers l'avenir, c'est une course vers simplement la maîtrise technologique, ou est-ce que c'est une course vers une recherche, je dirais, à caractère culturel? Ça, c'est une question qui est importante. Et dans les échanges internationaux, est-ce qu'on cherche à apporter des différences, ou est-ce qu'on cherche à apporter du progrès technique? Quel genre de collaboration on peut attendre? Est-ce qu'il faut tout de suite collaborer sur le plan de la technologie, ou est-ce qu'au contraire, il faut que les équipes se constituent? Autrement dit, que peut être un thème, que peut être un type d'action dans les années qui viennent qui conforte telle ou telle hypothèse, à votre avis? Moi, je crois que là, il y a un problème. Un gros débat, oui, parce qu'au fond, nouvelles technologies et culture, c'est vrai que les congrès internationaux de médecine, voilà, on ne va pas tellement cultiver la différence. La lutte contre le sida, c'est un langage international. Les recherches doivent être échangées aussi vite que possible. Et il s'agit là vraiment, au contraire, de dépasser toutes les frontières, de se communiquer un maximum de choses. Bon. Dans le domaine des nouvelles technologies de l'image, d'un certain côté, c'est ce qui se passe aussi. Sauf qu'il y a des retenues, il y a encore quelques secrets qu'on ne lâche pas tout de suite sur tel type de logiciel ou tel type d'équipement. Mais il y a un aspect qui est effectivement l'internationalisation, et ça se fait à travers les équipements et les logiciels. Bon.
Mais il y a d'autre part un aspect culturel, et vous posez très bien le problème. Est-ce que cet élargissement technologique va effectivement effacer, gommer les différences culturelles? Est-ce qu'on va se retrouver dans une culture électronique? Ça, oui, ça, je suis intéressé. Mais mondial, international, ça, je le regretterais sous certains aspects. Il me semble que les différences, c'est une richesse énorme. Et au Québec, je peux vous assurer qu'on y tient beaucoup. Alors, il y a peut-être une chose que j'ai remarquée. Dans le domaine du 2D, des images en 2 dimensions, palette graphique, on constate encore pas mal de différences de style, par exemple. Mais là, je vais vraiment du côté culturel, artistique. Bon, en Chine, je viens de voir du 2D chinois. Bon, ça ressemble vraiment à la tradition chinoise électronisée, mais on trouve encore comme ça, la mémoire des fleurs, des lacs. Bon. Dès qu'on passe au 3D, même en Chine, qui est pourtant un pays très fermé, on retrouve vraiment les mêmes boules, les mêmes damiers, les mêmes colonnes que partout ailleurs, parce que les logiciels sont américains, donc les fonctions ou les menus qu'ils offrent sont les mêmes pour tout le monde. Et quand même, ça coûte très cher de programmer de nouveaux logiciels, et parce que les gens qui travaillent là-dessus ont tous eu des formations qui, à un moment ou à un autre, sont passées par les mêmes centres. Par exemple, les Chinois que j'ai rencontrés ont tous fait un stage qui travaille en 3D, ont tous fait un stage aux États-Unis récemment, 6 mois, 1 an. Et alors là, ils ont au contraire le goût de s'internationaliser, c'est-à-dire de s'intégrer dans un style où on va les reconnaître comme bons, parce qu'au fond, ils sont un peu comme les Américains. Est-ce qu'on a l'impression que toute cette agitation va nous donner concours à l'émergence d'une nouvelle esthétique, ou est-ce que c'est simplement un mouvement industriel? Ça, c'est le premier aspect, je dirais, grosso modo. Et le deuxième aspect, est-ce que la collaboration, est-ce qu'on peut parler de collaboration internationale au niveau aujourd'hui de la création proprement dite? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a les moyens de dire des rencontres internationales stimulent la création, permettent de reconnaître des créateurs là où peut-être ils ne sont pas attendus. Je veux dire, est-ce qu'on a là quelque chose, une matière à découvrir, ce qui, dans le monde aujourd'hui, donnerait non pas un nouveau statut aux créateurs, mais donnerait un statut aux nouveaux créateurs, c'est-à-dire aux créateurs qui ne sont pas identifiés comme tels. Voilà 2 types de questions. Alors là, c'est une question plus, disons, de sociologie de la culture, peut-être que vous posez sur ce point-là. Moi, je crois absolument que l'émergence de la culture électronique va remettre complètement en question les rôles, les statuts, les fonctions, l'idéologie artistique. Aujourd'hui, on voit bien quand même que ces 2 mondes communiquent plus ou moins. Les frictions ne sont pas toujours érogènes. Je veux dire que quand vous ouvrez une revue d'art contemporaine, La Vie des Arts à Montréal, ou Parachute, ou ici, enfin je ne vais pas faire de publicité à personne, bon, vous les connaissez, c'est rare que vous trouviez dedans des articles sur des créateurs culturels qui travaillent avec les ordinateurs. Et réciproquement, vous ne trouverez pas de peintres dans les revues que nous lisons dans l'informatique. Ce sont deux milieux qui communiquent très très peu. Il me semble que dans le domaine culturel, on va avoir de grosses surprises. Moi, je rencontre, comme vous, des informaticiens qui commencent par être un certain temps des artistes naïfs. Il y a un art naïf informatisé, mais qui petit à petit deviennent excellents. Et bon, les pionniers de l'art informatique sont tous des informaticiens, des mathématiciens, on le sait très bien. Bon. Et d'autre part, le statut de l'artiste unique s'est remis en question parce que ce sont des équipes qui travaillent sur des logiciels, etc. C'est un peu un abus, comme une sorte de séquelle de l'idéologie récente. C'est un peu un abus pour un artiste de signer, lui tout seul, une œuvre, une image fixe même. Bon. Je suis en licence d'art plastique et le stage m'intéressait parce que bon, j'avais déjà travaillé sur Macintosh et bon, la palette graphique c'est quand même un plus. C'est la rapidité quoi, de l'exécution qui fait que ça change complètement la façon de dessiner et la façon de concevoir le dessin puisque ça va très vite. Et on peut revenir, changer, couper, coller, faire des choses qui à la main seraient très longue quoi. Bon, donc je vais sélectionner une couleur pour le trait, aspect trait. Je choisis aussi sur l'écran le trait que je veux. Bon, je vais prendre celui-là, la grosseur, voilà. Ce
qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on peut revenir en couleur sur des traits déjà faits, quoi. Il faut justement pas qu'on efface toute l'image. Il faut savoir manipuler la mémoire. Alors ça se fait vraiment très aléatoirement. Et on peut donc repasser sur les zones remplies, sur les traits qu'on a déjà faits. C'est pas évident à manœuvrer. Ça va changer, quoi. La façon de concevoir les choses, le dessin, la création, mais ça ne fera pas mourir l'art. Toutes les histoires du cinéma nous racontent que les premiers spectateurs des films Lumière étaient étonnés et qu'ils exprimaient leur étonnement par ce mot « les feuilles bougent ». Ils étaient étonnés de voir le réel bouger. Quand on est devant des images numériques, je crois que notre étonnement pourrait se traduire par « les images bougent ». Tout d'un coup, ce n'est pas seulement le réel qui bouge, il n'y a pas des mouvements seulement dans l'image, mais il y a des mouvements de l'image, des mouvements des images. Si les images bougent, c'est qu'elles sont vivantes et qu'elles peuvent avoir des relations entre elles comme il y en a entre plusieurs êtres vivants. Ça rejoint un des postulats de Philippe Quéot dans le premier numéro de l'image numérique qui dit « Nous croyons devoir postuler l'apparition d'une forme d'art radicalement nouvelle. Il s'agit de créer des images vivantes, c'est-à-dire dotées d'une sorte de principe vital capable de les animer. » Donc je demande à Philippe Quéot qui est là et qui est un des maîtres dans la recherche des nouvelles images à l'INA et qui dirige à Monte-Carlo le festival et les colloques Nouvelles Images, Imagina. Oui. Qu'est-ce qu'il entend par principe vital appliqué à une image? Alors d'abord, il faut quand même dire une chose, personne ne sait ce que c'est que la vie. Par exemple, les virus, on ne sait pas si c'est vivant ou si c'est uniquement des grosses protéines, des grosses molécules. Donc en fait, les vies, il y en a des tas de sortes de vies. Il y a des vies intermédiaires, il y a des vraies vies, des vies de plantes, des vies de minéraux même. Leibniz disait « tout être est un être vivant ». Donc la vie, on ne sait pas ce que c'est, et quand on dit que les mathématiques vivent, que les images mathématiques se mettent à vivre, c'est pas faux du tout, parce qu'après tout, ils peuvent vivre comme des protéines. Donc ce que nous voulons dire par là, c'est qu'il est possible de créer un art, non pas de la protéine, mais un art des mathématiques autonomes, qui nous apprendra autre chose sur un monde autre, un monde qui n'est pas le monde réel, qui est le monde intermédiaire dont rêvait déjà Platon, il y a très longtemps, et même bien avant lui Pythagore, quand il disait que tout est nombre. Les images numériques ne font que vérifier le principe pythagoricien, tout est nombre, et en l'occurrence, le postulat que nous proposons, c'est un art numérique, c'est un art qui nous fera découvrir un autre monde. Ce ne sera pas un art qui rêvera d'imiter la nature, ou même, comme les maniéristes, d'être imité par la nature, mais c'est un art d'une autre nature. L'imagination qui peut se produire un peu de partout dans le monde. L'imaginaire, je pense que l'imaginaire, c'est dans un monde imaginaire, comme on nous a appris à l'école, qui existe en rêve. Pourquoi, qu'est-ce qu'on peut imaginer, hein? Oh bah, beaucoup de choses, hein, au rêve. L'imaginaire du mérite. C'est mon pauvre monsieur, moi, qu'est-ce que je suis pas. Alors le numérique vient du mot numéraire, je pense que c'est, veut dire, additionner, ou bien alors veut dire numérique, comment dire, numérique. Oui. J'ai un petit-fils qui est dans le numérique, mais je sais pas, je m'y comprends pas. Je comprends rien. Ah ben, c'est un rapport avec le Minitel, non? Non, je vois pas, non, c'est pas du tout dans mes cordes. Moi, un anagramme. Qu'est-ce que c'est un anagramme? Ça, j'en sais rien, je peux pas vous dire, nous on chante, nous c'est tout. Un anagramme, c'est pas une phrase, c'est pas une... C'est l'optique, c'est, comment dirais-je, ça vient d'ordinateur et c'est pour grossir les figures. J'y prendrai attention à votre
cérémonie que vous allez nous développer tout à l'heure. Mais je vais me renseigner. Oui, mais c'est tout nouveau. Il y a des dépliants là. Oui, oui, vous allez voir, il y a des télévisions. D'accord, merci. Au revoir, à votre service. Qu'il arrive sur lui de la lumière et que cette lumière est réfléchie ou diffractée et que cette personne m'envoie des ondes lumineuses. C'est la première fois que j'en vois, je sais pas, ça fait... C'est pas ordinaire. On peut pas l'imaginer si on le voit pas. Hein. Ah, il se passe quelque chose entre lui et moi. On a l'impression que la piste nous vient au devant. Ça paraît, c'est très réel, quoi. Je vais donc envoyer la deuxième partie du faisceau sur moi. C'est pas... impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. C'est surprenant, surtout à mon âge. Ils vont faire des lignes dans l'espace de lumière. C'est curieux, évidemment, parce qu'ils ne sont pas habitués à ces... Des petits nains dans une gamme uniquement en gamme de vert. Très expressive. Il faut que j'aille toucher pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc il s'agissait de deux choses essentiellement. Tout d'abord, comme je le fais souvent, j'ai pu représenter un visage humain en ordinateur. À ce niveau-là, j'ai pu séparer deux éléments distincts. L'un était un masque synthétique que j'ai pu animer, et pour moi, cela représentait l'intelligence artificielle. Et puis l'autre élément de l'animation était une forme humaine qui faisait les mouvements de danse. Dans ce cas particulier, je n'ai utilisé l'ordinateur que pour esquisser les mouvements des bras et des jambes. Et cette forme représentait dans ma tête tout le champ de la robotique, à savoir que à l'heure actuelle, on enseigne aux machines d'effectuer des tâches humaines. Autrement dit, les robots construisent des produits. Je voulais faire plus, aller plus loin. À savoir, si on peut utiliser un robot pour fabriquer un genre de bras humain, peut-être que le robot va pouvoir danser quelque chose de tout à fait humain, qui est uniquement humain. Ce qui fait que pendant la représentation chorégraphique, on a des différentes représentations du visage, des bras et des jambes. Ces derniers représentent les différents déplacements du robot. Et pour moi, un danseur est pratiquement comme un robot. Le danseur est contrôlé plus ou moins par le chorégraphe, c'est certain. Et dans un certain sens, je le suis moi-même chorégraphe, mais en même temps, je me trouve à l'intérieur de l'ordinateur. Je suis partie intégrante de l'espace et j'explique à l'image informatisée comment elle doit se déplacer. Je fais pareil pour le chorégraphe et pour le danseur. Donc il s'agissait en fait de la danse moderne, la signification de la danse pour les hommes et les femmes, et la représentation d'une personnalité humaine et une personnalité informatique. Ça s'intitulait Robert? Oui, on a eu deux noms en fait. La représentation s'intitulait R.O.B. Rob. Et on a décidé qu'il fallait intituler ça d'après Patrice Soigné, moi-même et Carter Burwell, qui est le compositeur. C'est lui l'élément B de ce titre. Donc on avait tous le sentiment conjoint qu'il faut des humains. Les ordinateurs ne peuvent pas agir automatiquement. Il fallait aussi la collaboration d'un chorégraphe, d'un artiste visuel et d'un musicien pour pouvoir fabriquer toute la pièce. Tout ce morceau, donc, il était important qu'il y ait un genre de trilogie en ce qui concerne le nom de cette représentation.
Bien entendu, le cinématographe était Ed Lockman, ce qui nous facilitait beaucoup le travail, et après on appelait ça Rubble. C'est le premier numéro de la revue Imaginaire numérique, une sorte de préfiguration qui montre, bon, d'abord qu'elle existe, c'était très important de le faire au moment de l'imaginaire numérique, et qui montre en particulier les collaborations. Alors vous trouvez d'abord sur ce thème, modèle, image et création, un certain nombre des gens qui sont dans le comité de rédaction. Ça, c'est un outil formidable parce qu'il n'y a pas de revue qui existe de cette nature dans le monde, et moi j'ai envie de lui donner une extension la plus large possible, c'est-à-dire que c'est une espèce de tête de réseau de toute la nouvelle culture qui est en train de se mettre en place, qui s'exprimerait là-dedans. C'est pas une revue scientifique, c'est une revue interdisciplinaire, j'y tiens beaucoup, donc doivent trouver dans cette revue, doivent s'y retrouver les créateurs, les concepteurs, et plus généralement tous ceux qu'intéressent les mutations culturelles que connaît notre civilisation. Mais je crois que c'est un outil formidable, ça. Peut-être un des événements essentiels de l'imaginaire numérique de cette année. Quand je regarde les images de synthèse, Dieu sait que nous les aimons puisque nous essayons de les faire connaître, mais peut-être qu'elles n'ont pas l'imaginaire qu'elles méritent, ces images. Est-ce que vous ne croyez pas que justement ce rapport que Méliès avait avec l'image, savoir ce rapport d'illusionniste, de magicien, j'aimerais que vous me reparliez un petit peu de ça, parce que c'était l'illusionniste au départ. C'était l'illusionniste, c'est ça, parce que, bon, je crois que c'est ça, c'est qu'il a transporté ce monde d'illusions au cinéma en trouvant qu'un trucage était plus facile à faire au cinéma à la limite, parce que si on rate, on recommence. Bon, un magicien qui est sur scène et qui rate son tour, il n'y a plus qu'à s'en aller sous les colibets, c'est terminé. Bon, le cinéma permet de recommencer indéfiniment, donc c'est déjà une grande garantie. Bon, puis après, il a inventé la surimpression, c'est-à-dire que sur le même support, il prenait deux scènes différentes, en retournant en arrière le film dans la boîte et on recommençait à tourner sur le même support. Et ce soir, vous allez voir un film qui est passé 7 fois dans la caméra. Le même support est passé 7 fois dans la caméra, puisque Méliès lui-même devient la même personne 7 fois de suite. Il se dédouble, des triples, jusqu'à 7. Et c'est quand même extraordinaire de penser que c'était en 1900. Oui. Alors on n'a rien inventé comme effets spéciaux depuis ce qu'il a inventé lui, c'est-à-dire les fondus enchaînés, les surimpressions, le système des caches contre caches sur fond noir en velours, les petites maquettes qui représentent, par exemple comme dans la guerre des étoiles, l'usage des maquettes minuscules et qui ont l'air d'être des vaisseaux spatiaux énormes. Tout ça, c'est déjà chez Méliès. Finalement, on n'invente que relativement. Relativement, et vous allez voir que dans vos nouvelles images, vous allez réinventer tout ce système de trucage aussi. Oui. Finalement, ça va être avec un mode d'emploi complètement différent, mais les idées seront là. Ah, je crois qu'elles sont même essentielles. Et voilà. Les machines auront besoin d'une imagination. Auront besoin d'idées, oui. Et je le pense aussi de créateurs qui ont vu Méliès, qui ne croient pas tout inventer parce qu'ils ont un ordinateur aussi puissant soit-il. It's the computer generation. Well, just what exactly is it that you can do that a human personality can't? Whoa, feast your eyes on this.
sure where that came from?